Je me rappelle encore du coup de fil qui a changé ma vie. Je cherche pas à créer a team of winners, mais à créer une winning team. Donc pas une équipe de gagnants, mais une équipe gagnante. Quand on s'engage sur quelque chose, un résultat, une deadline, une transformation, peu importe, par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, on tient son engagement. Transformation, c'est de la tête et du cœur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Jacques Pomereau, le PDG d'Inetum. Inetum est un groupe international en pleine expansion, spécialisé dans les services informatiques et les solutions numériques et réalisant un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Le groupe emploie 28 000 collaborateurs et opère dans 27 pays, offrant une large gamme de solutions et services en technologie et transformation numérique. Jacques a pris les rênes d'Inetum en 2023, avec une expertise reconnue dans le secteur de la tech et des services. Avant de rejoindre Inetum, il a occupé le poste de vice-président exécutif chez Bureau Veritas, où il était en charge de la France, de l'Afrique et des services gouvernementaux. Sa carrière débute en consulting chez McKinsey à Paris et Boston, avant de rejoindre Atos pour diriger le programme de transformation du groupe. Ses compétences l'ont amené ensuite à Salesforce en tant que vice-président senior et directeur général de Success Service. Il était basé à San Francisco, puis un poste mondial similaire chez SAP. Jacques est diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Jacques. Salut, bonjour. Écoute, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, je te propose qu'on démarre un peu aux origines, d'où tu viens et le début de ton parcours dans la vie. Le début de mon parcours, c'est Bordeaux. Donc moi, je suis du sud-ouest. J'ai grandi dans un petit village à 150 km de Bordeaux, près de La Rochelle, qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély. Sortie 27 sur l'autoroute A10 pour ceux qui connaissent. C'est précis. Et j'y suis resté jusqu'à mon lycée, en fait. Ensuite, je suis allé faire mes classes prépa à Bordeaux. J'ai ensuite eu la chance d'être admis au pont et chaussée et c'est là que je suis arrivé à Paris. Donc on peut dire que c'est une enfance marquée par beaucoup de temps sur la ferme de mon grand-oncle, du temps à la campagne, beaucoup de sport aussi, parce que ce village a une particularité, c'est qu'on a une équipe de water-polo qui est de niveau international. D'accord. Étonnamment. Et tu pratiques? J'ai fait beaucoup de natation et beaucoup de water-polo dans ma jeunesse. Et une fois arrivé, bien sûr, à Paris, ça a été plus difficile de poursuivre, mais je me suis orienté vers ça, ingénieur, et puis ensuite conseil. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie, en fait ? Il y a quelque chose dans tes origines, enfin, tu étais d'une famille plutôt ingénieur. Comment tu t'es retrouvé à suivre ce parcours ? Pas du tout. Alors, j'ai été très influencé par mes grands-parents, c'est vrai, de façon un peu surprenante. J'avais d'un côté un grand-père qui, après la guerre et sans diplôme particulier, est parti en Afrique faire chercheur d'or, et qui a vécu des vies d'aventure incroyables et qui m'ont toujours fait rêver, qui a quand même terminé chez Unilever en Afrique toujours, et avec qui on a beaucoup parlé de direction d'entreprise, qui m'a inspiré sur cette quête de ce métier. Et mon autre grand-père, rien à voir, lui était militaire de carrière, puis haut fonctionnaire aussi en Afrique, et m'a appris un certain nombre de valeurs, de choses qui m'ont inspiré dans ma personnalité. Mais au final, avec des parents médecins de province, l'inspiration est venue finalement au fil de rencontres et presque un peu par chance. Alors, tu commences dans le conseil, chez McKinsey. Je crois que tu es le premier que je reçois qui est passé par un strateux. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je me rappelle encore du coup de fil qui a changé ma vie. C'était au mois d'août, j'étais à ma dernière année d'école et on m'appelle pour me dire que je suis pris chez McKinsey. J'étais pris ailleurs aussi dans le conseil, m'intéressait par son aspect généraliste, apprentissage. Mais McKinsey, ça a changé ma vie parce que en ayant passé presque 10 ans ensuite dans cette entreprise, ça m'a donné l'opportunité de faire mes gammes, c'est-à-dire mes gammes professionnelles, d'apprendre à disséquer un problème. Ça m'a appris la confiance dans la capacité d'expression, savoir qu'un bon plan, c'est seulement la moitié d'une réussite, il faut aussi bien le communiquer et qu'il soit compris. Ça m'a appris beaucoup d'analytique, ça m'a fait voyager énormément. J'ai passé 7 ans sur les 9 aux États-Unis. C'est grâce à McKinsey que j'ai pu faire un MBA puisque ça faisait partie du parcours. C'est une expérience qui a des aspects durs, bien entendu, à certains moments, qui est exigeante, mais que je recommanderais à n'importe qui, à commencer par mes enfants. Tu voulais le faire ? Tu avais déjà, en fait, entre guillemets, construit un plan de carrière dans tes premières années ? Enfin, c'était le conseil pour se former et ensuite partir en entreprise, ou ça s'est fait un peu naturellement ?
C'était l'idée initiale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est dans la machine du conseil, finalement, on pense simplement à l'échelon d'après. C'est tellement bien fait et tellement motivant qu'on vise simplement la prochaine promotion qui arrive finalement assez vite, puis la prochaine, et on oublie le reste. Et puis un jour, on se réveille pour diverses raisons, et puis on se dit, tiens, là, il est temps de tourner la page. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si je fais le parallèle avec les pluridisciplinaires, hein, les cabinets d'audit et de conseil, moi, ça a été un peu ça, tu vois. Ça a été, finalement, tu rentres en te disant, c'est un peu, effectivement, une voie royale, je me formerai, et puis finalement, t'es pris dans la machine, et puis tu commences à te dire, ok, tu vois le partenaire, t'as envie de devenir partenaire, et finalement, t'y restes, quoi. À quel moment est-ce que toi, tu t'es dit, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, maintenant, j'en sors? J'ai eu de la chance dans ma malchance. C'est-à-dire que en fin 2008, c'était la grande crise qui a touché tout le monde avec les subprimes, etc. J'ai perdu d'un coup tous mes clients. C'est-à-dire que tous mes clients se sont arrêtés, ont gelé 100% de leur projet de consulting pendant une grande durée. Donc j'avais finalement le choix entre persévérer sans clients en se sentant un peu une charge sur l'entreprise, à essayer de trouver quelque chose d'autre à faire, à me réinventer, ce que certains de mes amis de l'époque, mon camarade de bureau a fait et avec succès, hein, mais persévérance, ou me dire, bon, là il est temps de trouver quelque chose d'autre. Ça s'est finalement présenté à moi et coup de chance, en souhaitant un joyeux Noël à un de mes amis qui était partenaire de Paris et qui sortait du bureau de Thierry Breton à l'époque, qui venait de prendre ses fonctions chez Atos. Et je lui ai dit, voilà, je suis intéressé par faire autre chose, revenir en Europe depuis Boston. Et il se trouve il y avait un besoin de trouver quelqu'un avec mon profil. Donc, de fil en aiguille, ça s'est fait extrêmement vite. Ça aussi, l'expérience internationale, c'est qu'un projet de vie, tu avais cette volonté-là dès le départ? Ça m'a toujours beaucoup tenté parce que j'avais cette famille qui avait vécu des aventures incroyables en Afrique et à une époque où on n'avait pas les avions et WhatsApp, etc. Donc c'était vraiment vivre quelque chose d'inconnu, de moins balisé. Ça me tentait. Et ce qui a ouvert mes yeux, c'est à l'INSEAD, où j'ai commencé à Singapour et fini à Fontainebleau. J'ai vraiment vécu à l'étranger pour la première fois. J'ai rencontré mon épouse qui est américaine. Et donc, l'idée a germé de retourner pour elle aux États-Unis, d'où elle venait, et moi de suivre tout simplement. Et c'est un bon choix parce que ça m'a appris un état d'esprit, une façon de raisonner, une façon de gérer une entreprise qui est différente de la méthode européenne. Et je pense que la complémentarité est puissante. Concrètement, ces différences-là, tu peux nous en dire un peu plus? Les grandes différences que tu as vues et que tu vois peut-être encore aujourd'hui entre le management anglo-saxon et plutôt ce qu'on voit notamment en France. Alors, je pense que les grandes caractéristiques, une, c'est la prise de risque. Quand je parle à des clients, des collègues aux États-Unis, ils tirent d'abord et réfléchissent ensuite. On achète X milliers de licences, on les donne à tout le monde, on verra les gains de productivité, combien ça coûte, mais on y va. Ce que je vois chez mes clients européens, c'est l'inverse. C'est bon, d'abord on fait une étude de cas, retour sur investissement, après on appelle le juridique, les achats, la compliance, on fait un proof of concept, un petit test quelque part, on vérifie que ça marche, puis après on prend un petit goût plus gros, et il s'est passé 1 an entre les uns et les autres. Cet état d'esprit de on y va, on prend un risque, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête tout, on change de cap, c'est quelque chose de très marquant, très puissant là-bas. La deuxième chose, je pense Excuse-moi, je me permets de t'interrompre là-dessus, ça m'évoque une situation personnelle. Tu vois, typiquement, nous, on est en plein dedans et on en parlera dans le détail, mais voilà, tu prends par exemple Microsoft Copilot. Moi, j'ai pris la décision, un peu comme ça en une semaine, de prendre des licences pour un quart du personnel, sans avoir trop réfléchi ou construit un plan de comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'on fait des formations, comment est-ce qu'on mesure les gains de productivité, comment est-ce qu'on les accompagne et qu'on contrôle que on se retrouve pas avec des copier-coller d'une IA qui partent chez nos clients. Et effectivement, en se disant, ok, de toute manière, il faut pas qu'on rate la vague, autant prendre et puis on verra bien. Ça crée quand même beaucoup de crainte, ça, dans les équipes. Même parfois dans tes comex, de dire, effectivement, est-ce qu'on devrait pas faire une étude des use cases, et une fois qu'on saura, on appuiera sur le bouton. Et quand tu le dis, on a l'impression qu'implicitement, on voit de quel côté tu penches, quoi. Comment tu l'as observé, toi, finalement, dans ta carrière, ça? Et sur ce cas précis, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est éviter l'empilement de use case, l'empilement de tests, etc. Ça fera pas avancer le sujet. Ça vous prouvera que ça marche, ça vous prouvera qu'il y a des gains de productivité, mais ça n'adressera pas les vrais sujets qui sont en effet juridiques, éthiques, compliance, emploi. Pour les adresser, il faut prendre un business at scale, une business unit, une entité, et dire on y va à fond.
Et puis après, les problèmes arrivent et être capable d'ajuster le tir au fur et à mesure. Et donc, cette approche-là, moi, je pense que je l'ai vu de nombreuses fois sur des fusions, des acquisitions, sur prendre un risque pour gagner un contrat, sur des embauches. C'est se dire, on y va, on suit à la fois une approche un peu rationnelle, mais aussi une intuition. Un peu On y d'instinct, va ouais. et on ajuste si on a besoin. Ça, c'est plus anglo-saxon que... Je trouve que oui. Je trouve que être capable de pivoter du jour au lendemain de plan A à plan B, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus facilement dans une culture anglo-saxonne. Ouais. Je t'avais interrompu, mais tu disais donc les grandes différences entre ce que tu as perçu aux États-Unis. Ouais, on tire, puis on réfléchit ensuite et on ajuste. 2, pour moi, c'est le sens du commerce et du storytelling qui est vraiment important. Ça mène parfois à des dérives, hein. On voit WeWork et compagnie, mais de manière générale, être capable de dire clairement le produit qu'on vend, la proposition de valeur, la vision dans laquelle on veut emmener les équipes, c'est extrêmement marqué. Un exemple très concret, c'est quand tu vas dans un séminaire de début d'année américain. Tu compares avec un séminaire de début d'année à l'européenne, c'est pas la même ambiance. Aux US, tu as l'orchestre, le groupe de rock, tu as le patron qui arrive, qui saute sur scène avec des slides hyper bien faites, des vidéos, des gens qui se lèvent de leur chaise. Il y a une énergie, en fait, dont les gens se nourrissent et qui est un peu fake, mais qui est honnêtement motivante pour l'avoir vécu de nombreuses fois, à l'opposé de certains séminaires de rentrée où on a des PowerPoint qui déroulent pendant une journée complète et après on va prendre un petit cocktail et c'est fini. Et je trouve que cet aspect d'emmener des équipes par la motivation, par le cœur, ça on sait bien le faire dans une culture anglo-saxonne. Parce qu'on n'est pas timide, parce qu'on apprend ça dès l'école en plus. Donc ça c'est le deuxième point. Un troisième point, c'est aussi de se dire on prend des risques sur les gens parce que on repère la performance et on récompense la performance et on sanctionne sans état d'âme le manque de performance. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve, typiquement, on parlait tout à l'heure des boîtes de conseil ou d'audit, tu sais comme moi que en Europe, on aime bien les écoles groupe A, les diplômes prestigieux, etc. Moi, je me suis retrouvé chez McKinsey aux US. Dans mes équipes, il y avait ancien Navy SEAL, un ancien journaliste, poète, des gens qui avaient fait des choses totalement différentes, mais tête bien faite, capacité à raisonner, et qui étaient des très bons consultants au final. Et donc cette capacité à aussi prendre des risques sur des gens, voir le potentiel, voir le talent et pas regarder le diplôme, elle est importante et c'est je pense bien d'importer ça chez nous. Oui, parce que ça n'a pas tellement changé. Enfin, je pense notamment dans les strates. Je pense que les cabinets d'audit quand même fait des efforts là-dessus et on n'est plus sur les recrutements uniquement parisiennes, etc. On a le sentiment que les strateux, c'est encore le cas. Donc aux US, tu avais vraiment des gens qui étaient entre guillemets hors profil, standard, et ça fonctionnait. Il y a des programmes complets de recrutement de potentiel et de profils différents. Que ce soit chez Salesforce, que ce soit chez McKinsey, il y a des programmes pour les vétérans. Donc des gens qui ont été extrêmement bien formés dans l'armée US, et pas que des forces spéciales, des gens qui ont eu des grades, etc., qui savent gérer, qui ont du leadership, qui connaissent strictement rien au business et à un PNL. On les met dans un mini MBA, on leur apprend ce qu'il faut savoir, mais ils amènent avec eux un intrinsèque qui fait des bons leaders. Et ça, c'est structuré. On trouve beaucoup moins d'anciens militaires, alors qu'ils sont tout aussi talentueux dans les entreprises françaises, par exemple. Dans des postes de management classiques, entre guillemets. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui te fait, à un moment donné, revenir en France? Bureau Veritas, tu étais en France. Qu'est-ce qui a été clé? Ta famille est toujours aux US, en plus, d'ailleurs. Ta femme est américaine. Elle est rentrée... J'ai fait le commute entre Paris et San Francisco pendant 4 ans. Quelle a été, en fait, la raison et le défi qu'on te proposait qui t'a fait switcher? Alors, ce qui était passionnant chez Bureau Veritas, c'était un secteur que je ne connaissais pas. Je connaissais les services, bien sûr, mais pas ce secteur-là. C'était le purpose, c'est-à-dire l'utilité de l'entreprise. C'est une entreprise que j'ai beaucoup aimé servir parce que c'est des experts qui rendent le monde plus sûr, en un sens. Qui vérifient, qui contrôlent, qui s'assurent de la sécurité alimentaire, électrique, nucléaire, etc. Il y a une raison d'être à l'entreprise qui est intéressante et motivante. Et c'était aussi une rencontre. Didier Michaud-Daniel, qui était le CEO, et quelqu'un très humain qui m'a beaucoup appris, et tout de suite on a eu un courant qui m'a fait dire j'ai envie de travailler pour cette personne, d'avoir cette équipe, de me lancer là-dedans avec un challenge d'impact et de transformation moi c'est ce que j'adore faire. Donc tout était ouvert et à ce moment-là j'avais une petite envie de rentrer en Europe aussi, ça tombait bien. Donc ça tombait bien. Si on parle d'Inetum maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à en prendre ce poste-là? Et d'ailleurs, comment ça s'est passé? Parce que je comprends qu'aujourd'hui, vous avez un actionnaire, un fonds américain. Alors, il y a peut-être d'ailleurs un lien, et tu vas nous l'expliquer sur ton arrivée à ce moment-là.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet et en quoi finalement tes expériences passées te sont utiles aujourd'hui? Pour ton auditoire, je vais expliquer ce que fait Inetom en 2 mots. En gros, des services informatiques, c'est quoi? Quand tu es une entreprise et tu achètes un logiciel pour gérer ton commerce ou ta RH ou ta finance, c'est pas comme quand tu as une PlayStation et tu vas acheter le jeu au magasin et ça marche tout seul. Il faut le mettre en place et des experts qui le configurent, qui l'ajustent, puis qui ensuite le font évoluer au fil de tes besoins. Ça, c'est notre métier. Donc il s'agit de consultants, d'experts de ces métiers informatiques. Ce que j'ai aimé dans le projet, c'est plusieurs choses. Premièrement, en effet, c'est une entreprise avec un très beau potentiel. J'ai regardé longtemps et en détail le sujet avant de m'engager et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. C'est une entreprise qui a des bons experts, des clients très fidèles et qui notent bien la réputation, qui a une bonne couverture et une masse critique dans plusieurs pays qui est importante et qui a un potentiel incroyable en travaillant bien ensemble, de croissance, de création de valeur, d'emploi. Deuxièmement, en plus de ça, j'ai aimé et j'ai eu une sorte de fit avec cet actionnaire en particulier. Donc en effet, le fonds Bain Capital a acquis l'entreprise courant ou fin 2022 et je suis arrivé dans la foulée de ce changement actionnarial. Une des choses que j'ai apprises dans ma carrière, c'est qu'avoir un fit avec sans même une feuille de papier d'épaisseur entre toi et ton conseil d'administration, c'est le rêve. Et donc avoir cet aspect, un fit humain et intellectuel, c'était un deuxième gros critère. Troisième critère, c'est un projet ambitieux avec beaucoup à construire et du capital qui est prêt à être déployé. Donc, il ne s'agit pas de faire tourner la machine comme avant, il s'agit d'accélérer le développement. Et donc, c'est une aventure fabuleuse avec de l'impact et ça passe par une équipe, etc. Quatrièmement, le fait, après tout ce début de carrière dans des grands groupes, de passer dans un rôle de chairman et CEO avec une autonomie totale, était pour moi l'étape à laquelle je me sentais prêt et qui m'a aussi attiré. C'était un objectif, c'était construit, toi, en fait, dans ta carrière, ou te dire c'était ce que tu ambitionnais à un moment donné Je pense que c'était pas construit, mais c'était logique. En revanche, ce que j'ai noté qui m'a même fait sourire rétrospectivement, c'est que tant que ton environnement perçoit que tu veux avoir ce rôle-là pour les galons, pour les avantages, pour ce qu'il y a autour, eh ben on se dit qu'on peut pas faire confiance à cette personne. C'est-à-dire que tu manques de maturité. Et le jour où ça t'attire plus du tout, où tu en es revenu de tout ça et ce qui t'attire, c'est créer une équipe, c'est motiver des gens, c'est définir une stratégie, emmener tout un groupe humain vers quelque chose et que le reste est vraiment secondaire. Et ben là, soudain, il y a quelque chose qui se déclenche dans les yeux des gens qui décident ce genre d'appointement et qui fait que tu deviens prêt. Et moi, ça m'est vraiment arrivé, j'ai eu ce déclic il y a peut-être 3-4 ans et maintenant ce qui me motive vraiment, c'est l'impact que je peux avoir, c'est ce que je peux faire pour les gens, c'est l'objet de mon métier qui est de moderniser l'économie. Donc profondément, c'est ça qui m'attire et bah voilà, je me suis retrouvé là. Tu penses que c'est le rôle clé finalement du dirigeant, du CEO? Tu as mentionné développer des équipes, définir une stratégie, inspirer. Comment tu vois ton rôle en fait aujourd'hui, ou même Ouais. ta vision du rôle du dirigeant dans une entreprise? C'est une question fondamentale et je suis encore junior dans ce rôle. Donc, si je peux me permettre, c'est ma perception à date. Mais j'ai vraiment eu le sentiment, alors que mon équipe en taille, etc., n'est pas vraiment plus grosse qu'avant, non pas monter une marche, mais prendre l'ascenseur et changer complètement de métier. Et aussi de personnalité. Même mon entourage me dit que je suis plus la même personne en moins d'1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on passe finalement, quand tu es patron d'une grosse entité, d'une BU, etc., tu es un capitaine d'équipe. Tu es sur le terrain, tu dois être partout avec les clients, avec tes joueurs, réfléchir, anticiper, passer le ballon. Il y a un rôle très actif. Et soudain, tu deviens coach. Le métier de coach, c'est d'être en lien étroit avec le président du club, qui a les fonds, quand c'est un club coté, qui gère la valeur du club, etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes sujets que quand tu es sur le terrain. Tu es censé passer tout ton temps à sélectionner les meilleurs joueurs, les attirer, penser à leur carrière, à leur succession. Ça, c'est un deuxième métier. Et troisième aspect, pour moi, c'est mon obsession. Et je dis toujours, je cherche pas à créer a team of winners, mais à créer une winning team. Donc pas une équipe de gagnants, mais une équipe gagnante. Et la nuance, ça veut dire que il s'agit pas d'avoir les meilleurs joueurs dans chaque compartiment de jeu. Il s'agit d'avoir des joueurs qui se comportent naturellement et spontanément en équipe autonome, en équipe qui a compris la stratégie, qui va dans le bon sens, qui se passe la balle. Ça, c'est mon job principal, c'est de faire ça. J'ai des recettes avec le temps. Deuxième sujet, c'est de penser toujours à 3, 4, 5 ans d'avance. Et
Pour moi, les succès, les plus beaux moments, c'est quand je dis à mon équipe: «Tiens, il faudrait qu'on investisse dans telle chose, il faudrait faire ça, il faudrait penser à telle chose». On me regarde avec un petit sourire en Mmh. disant: Il est Il est fou». encore en train de Et quand tu as la confiance de ton équipe, bah, quand même, ils essayent et 1 an plus tard, ça marche. Cet aspect de montrer un peu le chemin avant que les autres, l'aient vu, c'est passionnant, je trouve. Et donc bien sûr, ensuite, il y a donner la cadence parce qu'au fond, quand tu es le CEO et le chairman, c'est toi qui tiens le métronome de l'entreprise, en fait. C'est toi qui dis: «Ça va, il faut que ça aille mmh. plus vite, ça va Toi pas qui assez fixes le vite». calendrier, c'est toi qui Voilà, que ça, c'est aussi un rôle d'équilibriste parce que je reviens à mon anecdote du coach. Si tu fais jouer tes joueurs trop de matchs, dans la saison, ils vont se faire des blessures, ils vont être fatigués, ils resteront pas longtemps dans ton club. Donc à toi de savoir choisir les bons matchs, les mettre sur le terrain au bon moment et de gérer cette humanité, en fait, et c'est ça une équipe gagnante, en fait. C'est des gens, you care about them. Tu prends soin d'eux en même temps. Je sais plus qui disait que le patron n'était pas responsable des résultats, mais que le patron était responsable des gens qui étaient responsables des résultats, en fait. Et en fait, centrer le rôle d'un dirigeant quasi uniquement sur l'aspect people et animation d'équipe. Donc toi, ouais, tu rejoins ça. Absolument, et je vais te dire un truc, on entend beaucoup de gens dans nos jobs qui disent, «Je suis débordé, j'ai, 500 emails par jour, j'arrive plus, je passe un temps fou là-dessus». Moi, sans rigoler, j'ai peut-être 10 mails par jour maximum de toute mon équipe et j'ai 30 000, personnes, dans l'équipe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je suis un grand partisan de l'autonomie et de l'empowerment des différents membres du COMEX. Ça veut dire que je mets la barre très haut en termes des compétences qu'il faut, du leadership pour être à mes COMEX. Et deuxièmement, en contrepartie, une fois que les règles du jeu sont claires, je les laisse jouer. Et donc, ils n'ont pas besoin de me demander autorisation, accord, validation, ni même de m'informer. Je me contente parfaitement d'un tour de piste au comité exécutif du vendredi et de one-on-one qu'on a tous les 15 jours, qui sont très structurés, où là, ils viennent et on a un vrai dialogue de coaching, mais aussi de conseils, d'expérience, et c'est là qu'on décide de choses. Après, ils se débrouillent. Et je pense, l'ayant vécu de l'autre côté de la table, que ça rend pour des leaders de ce calibre le job attractif, Ouais, agréable, beaucoup parce plus que intéressant. autonomie, indépendance, confiance. Donc voilà, j'essaye de m'y tenir au maximum. Comment tu as évolué dans cette vision-là du leadership? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que ton leadership était complètement différent au début de ta carrière et finalement tu as compris? Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as compris, quoi? Absolument. Et je pense qu'il y aura d'autres moments comme ça, quand on se reparlera dans 5 ans Ouais. et dans 10 ans. Mais j'ai beaucoup, beaucoup évolué. J'ai commencé, si tu veux, dans le premier chapitre de ma carrière, j'étais consultant chez McKinsey. C'est-à-dire que le leadership, c'est, tu as des gens qui veulent bien faire, bossent à fond, sont smart, tous, sont sympas et veulent, résoudre les sujets du client. Donc là, le sujet, c'est pas vraiment du leadership, c'est de les organiser, les faire, travailler sur les bons sujets, de les pousser toujours plus à atteindre la bonne réponse, à être, le plus smart possible et gérer tes clients. Quand j'ai fait ces années de transformation et de création d'un groupe international en Europe, ce que j'ai fait et ce que j'ai appris, c'est la rigueur et la discipline militaire. Et c'est ce qu'il faut pour transformer rapidement une très grosse entreprise, internationale. Il faut cet aspect-là, parce que c'était mon rôle de faire la transformation. Donc je m'assurais du cadencement dans le moindre détail d'une très grosse transformation. Donc là, on peut dire que c'est un leadership pas très inspirant, mais c'est un leadership efficace. Les résultats sont là et un des grands leitmotifs que j'ai appris, c'est quand on s'engage sur quelque chose, un résultat, une deadline, une transformation, peu importe, par la porte, par la fenêtre ou par la cheminée, on tient son engagement. Et je me suis toujours attaché ensuite toute ma carrière à ce que ma parole soit d'or. Si je te dis je vais faire ça, je le fais, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas inspirant, c'est efficace. Après, je suis parti en Californie. Et là, en Californie, dans ce nouveau chapitre, j'ai vu de mes yeux, parce que j'avais la chance d'être au siège de Salesforce et d'être dans le leadership senior. J'ai vu ce que c'était le leadership par le rêve, par l'excitation, par la motivation. Ça c'en est parfois même choquant parce que ça peut paraître trop aux yeux d'un Européen, Bah, mais tu vois, ça marche. moi, la keynote de Salesforce à Dreamforce, là où on s'était rencontrés, j'avoue que j'en garde une expérience, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et il faut imaginer que ça te prend aux tripes dans les COMEX, ça te prend aux tripes dans les séminaires de début d'année, ça te prend aux tripes quand ils te parlent en one-on-one. Il y a cette personnalité bigger than life, comme on dit, gigantesque, qui sait inspirer. Avec d'autres variantes, tu trouves ça aussi
chez Microsoft. Personnalité très différente, mais inspirante. Tu trouves ça chez Amazon et dans beaucoup d'autres entreprises américaines parce que il y a une vraie force dans le projet commun et là, le rôle du leader, il est extrêmement clair. Je suis pas du tout aussi brillant que tous ces gens-là, mais j'ai essayé d'absorber une partie et de la laisser déteindre sur moi et donc tu me verras sans gêne, sans honte être, dans mes comex, dans mes kick-offs informels, rigoler, challengeant, interrompant. J'ai aucun problème à ce qu'on me contredise et on me pose des questions, donc créer cet aspect-là. Et la troisième partie de mon évolution, c'est quand j'ai vécu chez Bureau Veritas, les plaisirs quotidiens de l'autonomie quand tu es patron de business unit. Que tu avais pas dans la tech, dans les boîtes américaines, dans la tech? Non, tu as aucune autonomie. C'est l'inverse. Et ça s'explique fondamentalement par le fait que tu vends un produit standard. Donc par définition, le produit, il est fait quelque part en Californie ou ailleurs. Tu peux pas le modifier. Puis ça marche. Donc on te dit comment vendre, on te dit le pricing, tout est fait à grande échelle, at scale. Donc tu absorbes ça, tu l'amènes sur ton marché. Bureau Veritas, qui est une entreprise très locale, parce que les clients sont locaux, les régulations sont différentes d'un pays à l'autre, fonctionne bien parce qu'elle empower ses leaders. Et j'ai vu le plaisir que je prenais dans cet environnement. J'ai essayé de l'appliquer à mes équipes, aux différents responsables de pays, de divisions. Et ce que j'en ai retiré, c'est ce dialogue de confiance que tu as avec le groupe, avec le CEO, et l'empowerment, le fait de pouvoir appeler à tout moment s'il y a un problème. On a géré le Covid, on a géré plein de choses difficiles, mais dans ce mode-là, j'essaye maintenant de l'appliquer. Donc, avec ma modeste approche, j'essaye d'empiler un petit peu les trois apprentissages, de la rigueur quand il en faut, de l'énergie et de la motivation quand il en faut, et de l'autonomie et de l'empowerment quand il en faut. Ce que tu es en train de décrire, ça me rappelle, moi j'ai fait un MBA, mais HEC, désolé. Un cours de leadership où en fait la théorie était de démontrer qu'en fait un leader ne pouvait pas avoir qu'un style de leadership, mais qu'en fait les bons leaders ajustaient finalement leur style en fonction de la situation qu'ils étaient en train de vivre. Et qu'il y a des situations où il faut 100% déléguer, il y a des situations où il faut être hyper directif, et qu'en fait il n'y avait pas de bonne méthode et qu'il fallait pas voir le leadership comme une façon de choisir une méthode et de s'y tenir, mais que finalement cette science était justement de s'ajuster en fonction de la situation que tu vivais. Donc ouais, c'est finalement assez intéressant de voir que cette évolution, elle suit et qu'aujourd'hui, tu as finalement eu presque tous les modes de leadership et aujourd'hui, tu peux choisir. Ce que je préciserai, cela dit, c'est qu'une chose que j'ai compris sur le tard, mais qui est fondamentale, c'est que l'authenticité, être soi-même, c'est extrêmement important quand tu es dans un rôle comme le nôtre, parce que tout ça, ça se base sur de la confiance. Au final, le followership, les gens qui te suivent, qui font des choses pour toi, qui sont motivés par toi, s'ils n'ont pas confiance que c'est le vrai Arnaud qu'ils ont en face d'eux et pas un acteur, ça marchera pas. Et en fait, il y a même quelqu'un de très sage qui m'a soufflé l'équation de la confiance. C'est de dire la confiance, c'est au numérateur les promesses tenues, fois l'effort que tu investis, divisé par la perception qu'ont les autres de ton égoïsme. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui délivre ses budgets tous les quarters, sans faille, qui tient ses projets, etc., qui bosse comme un malade. Tout le monde le voit, dédié, tout ça, mais dont on perçoit qu'en fait, il le fait pour son bonus, son intérêt, sa promotion, etc., on lui fait pas confiance. À l'inverse, quelqu'un qui tient toutes ses promesses, qui est un team player, on voit qu'il joue pour l'entreprise, mais on pense qu'il est, il est un peu lazy. On se dit, ouais, c'est quelqu'un qui sait bien négocier ses budgets, mais en fait, on va pas lui faire confiance. Troisièmement, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui bosse vraiment pour l'entreprise, qui est un complet team player, mais les deadlines sont à chaque fois un petit peu ratés, le budget un petit peu raté, on lui fait pas confiance non plus. Il faut les trois. Effectivement, il y avait un problème de confiance dans les partenaires, et je pense qu'une des grandes réussites a justement été en fait, d'accepter qu'on pouvait faire des conneries en tant que dirigeant, mais qu'à partir du moment où les leaders avaient confiance en eux, effectivement, et en fait, ça te met l'organisation en mouvement à une vitesse qui est assez dingue. Je partage totalement ce que tu viens de dire. Moi, j'essaye vraiment, et je pense, enfin, tu vois, ma vie publique, ma vie privée, enfin, je pense que mes associés connaissent tout de moi, et je dirais même, enfin, ça fait partie de ma communication, justement parce que je pensais que, en fait, un dirigeant, enfin, les gens qui travaillent pour quelqu'un ont besoin de savoir comment il est, et finalement jouer un rôle, et finalement ce que je dis à tout le monde, c'est venez dans l'entreprise comme vous êtes. J'ai quand même l'impression que ça, c'est peut-être encore un peu anglo-saxon. T'as pas l'impression que, en France notamment, il y a quand même une pudeur, et quand on est patron, on a un rôle de patron, quoi. Donc faut être strict, faut pas être drôle, faut pas faire de sport,
Je sais pas si c'est français ou pas français, je le vois plus comme une question de maturité de leadership. Moi-même, j'ai fait la bêtise de penser il y a quelques années que quand tu étais au COMEX d'une des plus grosses boîtes françaises, fallait être tout le temps souriant, tout le temps bien sapé, tout le temps impeccable sur ses chiffres, avoir un comportement en fait tel que j'imaginais dans les films, presque, des rôles comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était très mal perçu. Ça sapait la confiance, ça me faisait passer pour arrogant, ça me faisait passer pour ce que j'étais pas, en fait, parce que je forçais à être comme ça. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un peu se laisser lâcher prise en me disant non, je vais exposer qui je suis. Et c'est plus qu'exposer sa vie privée. Ça, c'est tout le concept de fenêtre de Johari dont on pourra parler. Bah, quand ça va pas, même si c'est pas des raisons business, le dire. Quand on est content, qu'on a un grand succès, le dire aussi. Je pense que avoir autre chose qu'un encéphalogramme plat quand on est patron, c'est tout à fait légitime. Ensuite, il faut parfois, j'imagine, bien sûr, gommer certaines choses. On a tous des défauts. Il faut ça, mais c'est une aventure humaine, une entreprise, à la base. Donc, on veut travailler avec des gens qu'on apprécie, des gens qu'on respecte, et c'est ça qui fait qu'une équipe, elle devient gagnante. Tu disais que finalement, dans tous les postes que tu as fait dans ces entreprises, et là spécifiquement chez Inetum, la transformation t'a suivi finalement dans beaucoup de ces postes, et c'est d'ailleurs ça qui te motivait chez Inetum. Mais globalement, les clés de la transformation d'une entreprise, quand tu as mené ces transformations, devait y avoir un temps, j'imagine, pour comprendre comment ça se passait. Comment est-ce que tu gères ça concrètement, toi ? Alors, une transformation, sans être professoral, c'est que mon humble expérience, mais j'en ai quand même quelques-unes à mon actif. Transformation, c'est de la tête et du cœur. C'est d'abord une stratégie extrêmement claire, rapide, et que tout le monde comprend. Parfois, c'est l'écueil de certaines stratégies qui sont extrêmement détaillées, tous les scénarios sont envisagés, plus personne ne comprend rien, et ça devient, pour les gens qui sont sur le terrain, un truc de siège, on s'en occupe pas, et du coup, on fait la même chose qu'avant. Donc il faut quelque chose qui soit clair, et la communication est importante, les exemples sont importants. Chez Inetum, je suis arrivé en mars. Début juillet, j'étais sur scène, devant tout le management, puis toute l'entreprise, et j'ai annoncé la stratégie, la trajectoire attendue, et 10 mesures iconiques: réorganisation, cession de certains pays, acquisition, talent, nouveau comité exécutif avec des noms, en 3 mois. Il faut de la rapidité, de la cadence. Mais ça suffit pas. Une fois que tu fais ça, ça reste des affaires de siège, surtout dans les grands groupes. Pour qu'une transformation soit effective, au final, il faut que chacune, et à commencer par les managers de premier niveau qui portent finalement la voix de l'entreprise sur le terrain, comprennent la transformation et rament tous dans le même sens. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que c'est finalement du leadership at scale. Convaincre 10 personnes, un COMEX, ça se fait. Convaincre 100 personnes, ça peut se faire. 2000 personnes, comme on a chez nous qui sont dans le leadership, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est là qu'il faut parler au cœur. Donc, l'approche que j'ai déroulée plusieurs fois, c'est de dire, voilà, le cœur, c'est 2 choses. C'est un purpose, c'est un but pour l'entreprise sur lequel on doit tous être alignés. On vienne de telle acquisition, qu'on soit français, espagnol, belge, péruvien, colombien. On a tous la même motivation, ce but de pourquoi on vient travailler le matin. Mais c'est pas tout. On est aussi tous enthousiastes à l'idée d'avoir un certain nombre de choses qu'on va réussir à faire dans les 5 prochaines années et qui sont pas financières. D'être plus simple pour nos clients, d'être focalisé sur, j'en sais rien, l'impact, plus rapide, peu importe, mais chaque entreprise doit trouver dans son ADN des choses motivantes, concrètes pour tout le monde. Et après, il faut des valeurs qui se traduisent en comportement. C'est-à-dire, il faut que dans une entreprise, quand tu passes la porte, tu as été embauché chez un concurrent, tu viens d'un client, peu importe, d'école, tu te dises là, il y a un feeling spécifique. Et c'est ça qui crée la fierté d'appartenance. Tu vois, on parlait de McKinsey tout à l'heure, les consultants chez McKinsey peuvent faire 1 an chez un client, tu les croises quand même dans un couloir, ils vont te dire « moi je suis McKinsey ». Parce qu'ils sont fiers de tout ce système de valeurs et à quoi sert l'entreprise. Il faut qu'une entreprise gagnante fasse ça. Mais ça suffit toujours pas. En plus de ça, il faut activer avec des choses concrètes que chaque manager peut s'approprier. Donc, on a cette approche qui existe dans la Silicon Valley, qui existe dans la tech, et qu'on a mis en place, qui consiste à dire, voilà, on va tous écrire, on prend ce purpose, on appelle PIMOM l'approche. On a tous un purpose, c'est le même. On a des méthodes. Méthodes, tu peux appeler ça des workstreams. On reconnaît les obstacles, c'est le O attaché à ce qu'on veut faire, et on a des métriques, des mesures. Ça paraît un peu bateau.
En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'idée, c'est que le patron et son COMEX écrivent sur une page A4, pas plus, la déclinaison opérationnelle pour l'année de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de chiffres, c'est pas ton PNL, c'est comment je vais transformer l'entreprise. Ça doit tenir sur une page A4. Première règle. Deuxième règle, chaque mot compte et l'ordre de chaque mot compte. Donc, chez Inetom, on a 6 méthodes. Et ben, on a discuté, moi j'ai passé peut-être 10 heures à discuter, est-ce que la 6 est plus importante que la 5 ou la 5 que la 2? Et au sein de une, il y a 3 phrases. Est-ce que ça, c'est plus important que ça? Est-ce que baisser notre empreinte carbone, c'est plus important que accroître la diversité, la féminisation dans l'entreprise ou dans le sens inverse? Donc ça, c'est des heures de discussion. Mais une fois que tu es aligné, ça donne une perception très claire de ce qui compte par ordre de priorité. C'est pas tout. Troisièmement, c'est public. C'est-à-dire que le PIMOM d'Arnaud, de Jacques, il est public sur un site web. Tous les employés ont accès. Et c'est pareil pour tous les managers. Donc, tu rencontres ton collègue de tel autre pays. Avant le meeting, tu peux voir ses priorités, sur quoi il veut se mesurer, etc. Quatrièmement, c'est fait en équipe. C'est-à-dire que c'est pas ton chef qui te dit « Tiens, c'est ça tes priorités, écris ton document ». Tu le fais avec ton équipe qui doit se dire « Voilà ce que je sais absorber pendant les 12 mois qui viennent. Je peux pas tout faire ce que veut le groupe, donc j'enlève des choses et je garde ça. Ça, c'est ce qui compte pour nous. C'est ça dans les termes de notre business. » Donc, public et vu par l'équipe. Et ensuite, ça cascade comme des poupées russes. L'entreprise, le pays, la division, l'agence, le manager individuel, le tout public. Dernier point, c'est attaché à ton bonus. Donc en gros, tu as un pourcentage de ton objectif financier personnel qui est faire ton PIMOM de l'année. Tout ça active en fait l'ensemble des managers, tous dans la même direction, puisque évidemment quand tu écris ton objectif qui tient sur une page, tu dois lire celui de ton chef de ton chef de ton chef, jusqu'à celui du groupe. Et c'est quelque chose que j'ai appliqué pendant pas mal d'années maintenant, et c'est simple, année, ça marche. Chaque année, tu mets à jour. D'accord. Et ça, tu l'as fait, tu disais plusieurs fois, enfin. Exactement. J'ai découvert ça chez Salesforce, qui ensuite a été, il y a même des bouquins là-dessus, qui a été repris par beaucoup d'entreprises de l'industrie, typiquement les anciens le mettent en place, parce que c'est simple et efficace. Tu peux recommander un bouquin pour ceux que ça intéresse? Il suffit de regarder sur un moteur de recherche V2MOM, V2MOM, et puis là, il y a la littérature qui s'affiche. Concrètement, chez Inetom, tu arrives en tant que dirigeant, tu mènes une transfo. Tu la qualifierais en rupture par rapport à ce que faisait Inetom avant? Je sais pas si le mot c'est rupture, parce qu'Inetom, quand je suis arrivé, faut se rappeler, c'est une très belle entreprise, avec une histoire de croissance organique et inorganique à grand succès, qui faisait 900 millions moins de 10 ans avant, qui en fait 2,5 milliards, donc avec une équipe, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas une rupture, c'est une stratégie un peu différente, parce que changement d'actionnaire, etc. Un projet de croissance. Un projet de croissance aussi organique, de vouloir être connu sur nos marchés pour des choses spécifiques qu'on annonce et qu'on fait. Une accélération du métronome de l'entreprise, parce qu'on est sous LBO, parce que c'est le rythme de la technologie. On a vu, prends GenAI, à quelle vitesse ça s'est embrasé. Et finalement, ça va que faire accélérer dans le monde. Donc, il faut être rapide, il faut être agile. Donc, voilà, c'est pas une rupture, non, mais c'est un changement, c'est sûr. Parce que là où je voulais en venir, c'est, si je reprends notre cas personnel, moi, quand j'ai pris mes fonctions, on a travaillé avec mon équipe sur un plan de transformation vraiment profond de l'entreprise. La gouvernance, l'organisation, les systèmes, la stratégie, l'acquisition de clients, enfin, très profond. On est devenu société à mission, et notamment sur ce point, sur l'impact. Même si c'est co-construit, en fait. Souvent, on nous pose la question, mais quand tu es le collaborateur dans un bureau, sur un site, comment est-ce que tu arrives vraiment à le faire vivre, tu vois, et comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que tes 28 000 collaborateurs aient bien compris effectivement le purpose, et que réellement le matin, t'es les 28 000 qui arrivent au bureau en se disant le purpose d'Inetom, c'est celui-là. Et après, concrètement, comment est-ce que tu arrives à le faire vivre? Et c'est quand même pas évident. Et moi, je le vois, on est 2000 en France, donc j'imagine 28 000 avec en plus différentes cultures, différentes langues, etc. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour t'assurer que vraiment ce soit toute l'organisation qui se mette en marche? La méthodologie t'assure une chose, c'est que toute l'équipe se met en marche et en transparence, sans secret, etc., sur où on veut aller chaque année. On a une trajectoire qui parle pas à tout le monde, parce que c'est abstrait, c'est financier, c'est dans X années. Par contre, cette année, on dit, voilà, on va faire telle chose dans tel business, etc. Et ça cascade jusqu'à ton chef direct. Tous les consultants, leur chef direct aura son petit papier visible dans mon équipe de 15 personnes, voilà ce qu'on va faire. Donc ça, c'est une première concrétisation. Deuxièmement, il faut
je pense, pour illustrer une nouvelle culture, un purpose, il faut des changements iconiques. Il faut que le comité exécutif montre l'exemple en disant, voilà, on vous annonce, j'en sais rien, que on va être plus rapide, plus centré sur les clients. Dont acte. Aujourd'hui, je vous annonce telle mesure drastique. Suppression, il y a des boîtes qui ont fait suppression du COMEX, par exemple. Il n'y a plus de COMEX, ça va faire informel. Il y a d'autres entreprises qui ont dit je vous annonce donc qu'on vend tel business ou tel pays. Mais peu importe, mais il faut que les mots soient suivis d'effets, même sur peu de choses, mais c'est ça qui crédibilise. Et ensuite, il faut une cadence régulière de nouvelles annonces réelles. Après, au fond, pour qu'une culture adhère, il faut passer par les processus de gestion de la performance, d'évaluation annuelle, etc. Moi, je me souviens très bien chez McKinsey, où la culture est si forte, c'est que au-delà de ta performance, tu es évalué très régulièrement sur des aspects culturels, avec une grille précise. Tu es 1 si tu fais telle chose, 2, 3, 4, 5. Et donc, ce dialogue que tu as avec ton responsable direct, il est hyper fréquent. On t'illustre, on t'explique. Donc, dans ces cultures très matures d'entreprises qui ont une mission, qui ont une façon de travail différente, ça passe par le feedback habituel. Et typiquement, ces entreprises de conseil, tu peux avoir quelqu'un qui a des excellents résultats, que les clients adorent, qui ramène tout le chiffre d'affaires que tu veux, et à qui on demande de partir néanmoins. Qui peut être un mauvais manager. Parce qu'il adhère pas à la culture ou autre. Ouais. Ouais, tout à fait. On parlait des grandes ruptures, la durabilité et bien sûr l'IA générative. Quelle est ta vision de dirigeant sur le sujet? Alors, je vais d'abord répondre sur l'IA générative. Je pense que c'est pas une évolution, c'est une révolution. Selon les sources, Goldman, tel analyste, etc., l'Europe, en gros, moi, le chiffre que j'ai retenu, c'est que 10% de tous les jobs vont être impactés par l'IA. C'est pas 10% des jobs au total, c'est chaque job aura 10% de son... Donc le marin-pêcheur, il aura 4 heures par semaine impactées par l'IA. Tu peux imaginer pour détecter les zones de pêche, conduire le bateau à sa place, etc. Le prof d'école, ça peut être correction des copies, préparation de copies, de cursus hyper personnalisé pour chaque élève, peu importe. Le chef d'entreprise aussi. Donc, et 10%, c'est énorme. D'une estimation à l'autre, c'est 1,5 à 3% de PIB mondial en plus. Mais tu imagines bien aussi que c'est des bouleversements sismiques. Des plus, des moins, des nouveaux métiers, de la formation. Donc pour moi, c'est une vague massive avec des apprentissages à faire, mais chaque chef d'entreprise devrait non pas se dire qu'est-ce que je vais faire, quel est mon proof of concept, mais être en train de se dire je déploie rapidement, BU par BU, comme on le discutait tout à l'heure. Et j'ai en tête une entreprise, parler avec le patron, qui a dit voilà, c'est simple, c'est une entreprise de service dont le chiffre d'affaires est proportionnel un peu comme toi et moi, au nombre de consultants. Il a dit c'est simple, on va faire 10% de croissance et on arrête totalement de recruter. C'est-à-dire tous les gens qui partent, à peu près dans son business à lui, qui n'est pas en Europe, c'est 15% par an. Recrutement totalement arrêté. Donc en gros, il a donné l'outil méthode à l'américaine à ses équipes. Il a dit vous recrutez plus personne, quelle que soit la fonction, le job, le niveau, débrouillez-vous. Mais ça, c'est une méthode qui est brutale parce que ça force un peu les gens à se dire oh là là, faut qu'on fasse quelque chose. On a, je pense, une approche beaucoup plus mesurée en Europe, mais qui est logique, et se dire on va penser aussi éthique, on va penser formation, on va penser redéploiement des équipes. Donc ça, c'est plutôt une meilleure approche selon moi. Mais de toute façon, le potentiel est là, il va arriver. Et si tu le fais pas, tes concurrents vont le faire. Les entreprises américaines et asiatiques sont très avancées et très rapides dans cette adoption. Deuxième question sur la durabilité, c'est à la fois fondamental et difficile. Qu'est-ce que je vais dire? Je m'explique. C'est fondamental parce qu'on n'a plus à convaincre personne de l'impact de l'économie sur l'environnement, l'impact de nos entreprises sur l'environnement, négatif et positif si on fait les bonnes actions. C'est évident. Et c'est pas que l'environnement d'ailleurs, c'est aussi les thématiques sociales, de gouvernance, c'est ESG au sens large. Donc il y a plus personne à convaincre, je pense, en Europe. La difficulté, c'est que quelqu'un me disait l'autre jour, la durabilité, c'est un problème de riches. Sur 8 milliards d'humains, il y a peut-être 1 milliard qui savent ce que c'est, dont 500 millions qui s'y intéressent, dont moins encore qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Donc là, le sujet, c'est... Ça dans le sens où les préoccupations de tout le reste, c'est se nourrir, accéder à l'eau... c'est la poursuite de la pursuit of happiness. C'est pour des milliards de gens,
Déjà, tu veux boire, manger, avoir un toit. Ensuite, idéalement, que tes enfants aillent à l'école où il y aurait l'électricité, ça serait bien. Puis Mmh. avoir des médicaments. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que leader, on soit pas pessimiste ou défaitiste, qu'on montre l'exemple et qu'on trouve la croissance verte en un sens. Comment apporter richesse, développement à notre environnement, à la planète, et en le faisant de façon verte. Et moi, c'est pour ça que je suis assez passionné de technologie. Je trouve que on est au cœur de ça. La croissance verte, elle sera technologique, que ce soit nucléaire, que ce soit renouvelable, que ce soit la grid, que ce soit hydrogène et ainsi de suite. Beaucoup des solutions passent par le développement technologique. Comment tu la gères, toi, en interne? Parce que ce sujet de durabilité et l'impact que tu peux avoir, alors, on n'est pas des industriels. Vous l'avez vraiment décliné? Hem, on est en train de monter en puissance là-dessus, mais pour faire simple, tu le disais, dans les services informatiques, notre sujet, c'est le scope 3. C'est en gros, on n'a pas beaucoup de Mmh. voitures, on a des bureaux, on fait du télétravail, on n'a pas de transformation et cetera industrielle. Donc c'est quel est l'effet de ce qu'on fait chez nos clients? Est-ce que ça les aide à baisser leur consommation d'énergie, à bon, donc on a ce sujet-là. Et donc là, aujourd'hui, on a recensé et on essaie d'avoir une mesure plus précise du scope 3 pour y travailler. Typiquement, à terme, j'aimerais bien être capable de recommander à mes clients: «Tiens, utilisez tel, produit Quelle technologique parce solution, qu'ils ça va sont net vous aider, zéro, ouais. plutôt que cela», et cetera. Donc ça, c'est, 1er sujet et c'est, je pense, gros impact. Mais il y a aussi des sujets pour nous, par contre, entreprises de services importants, c'est l'inclusion sociale, la diversité, et cetera. Et ça, on y travaille très activement. Des jeunes, des femmes. On a un plan qui s'appelle Women at Inetum pour aider au développement et à l'accueil de femmes qui sont dès l'école, qui ont les intéressés à la technologie, puis Mmh. à l'embauche, puis dans la carrière. Et comme on est dans beaucoup de pays, ça se décline localement aussi. Donc il y a ce sujet-là. Et il y a les sujets de gouvernance. Et ce qui est intéressant quand tu es en private equity, c'est que la gouvernance est finalement simple et claire, qu'on est d'un point de vue éthique, fiscalité, on prend pas de risques, on est nickel. C'est vraiment, on fait les choses bien. Le Mmh. but, c'est pas de faire des choses, de prendre des raccourcis, c'est de créer de faire d'une entreprise une entreprise, une belle entreprise, great company, un truc où tout est nickel, tout est by the book, un peu boy scout, parce qu'on est convaincu que ça, avec la culture, avec un objectif, avec une très bonne équipe, ça crée de la performance financière in fine en conséquence, en fait. Mon obsession, c'est créer une great company qui soit aussi au top en termes de critères ESG. On va parler de tes succès. Avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as raté? Ou est-ce qu'il y a eu une expérience où tu te dis: «Ça, je regrette, j'aurais dû faire différemment»? C'est une bonne question parce que j'ai eu plein d'échecs, si tu veux, ou de ratés, finalement pas graves, que j'ai déjà oubliés. Mmh. Des mauvaises décisions business, des mauvais choix d'entourage ou de gens à qui j'ai fait confiance, j'aurais pas dû, donc j'ai eu des déconvenues, souvent par naïveté. Fait confiance, pas vu un jeu politique, pensé un peu, en boy scout, quoi, en disant: «Voilà, Mmh. on joue tous les règles du jeu, on est tous dans l'intérêt de l'entreprise», et je me suis fait avoir, de diverses façons, en faisant trop confiance, mais l'eau coule sous les ponts. En termes de grands choix de carrière, franchement, je suis très heureux de faire ce que je fais, en fait. Donc je me dis: «J'ai certainement raté des choses, mais qui je suis et où je suis, et d'être assis en face de toi aujourd'hui, c'est la somme de succès et d'échecs dans le passé. Donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Par contre, j'ai une obsession, et si vous me demandez qu'est-ce qui me cause du stress, étonnamment rien au travail. Ce qui me cause du stress, c'est de faire de la peine ou de décevoir ou de pas être là pour les gens qui comptent vraiment pour moi. Et j'y pense beaucoup. Tu disais, j'ai vécu 4 ans à 13 000 kilomètres de mes enfants. Ça me cause un peu de stress, que j'ai plus aujourd'hui, mais il n'empêche, avec la vie qu'on a, et cetera. Mmh. Donc je pense beaucoup à ça. J'essaye d'être quelqu'un de bien qui fait au mieux, en fait. Alors justement, cette question de l'équilibre vie pro, vie perso, j'en parle, avec chaque invité. Un peu la conclusion de tout ça, c'est que personne n'y arrive, tout du moins à notre niveau. Je me rappelle d'une invitée qui me disait: «Oui, on peut l'équilibrer, mais pas au même moment de la vie, quoi. Voilà, peut-être après, mais pas tout de suite». Comment tu arrives à le gérer? Comment et quels sont un peu tes moments de décompression, si tu en as? C'est intéressant parce que j'ai pas cette expérience. Et Ouais. au début, je me disais: «Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que peut-être j'oublie un sujet sur lequel je dois travailler?» Mais je me sens équilibré, en fait. C'est peut-être lié à une balance un peu particulière. Je vais te raconter une anecdote. Mon tout premier job de mon tout premier stage. J'y c'était une boîte de conseil chez qui j'étais stagiaire, et mon premier projet, je me suis retrouvé, je crois, la deuxième semaine à faire 3 jours de nuit sans dormir.
Et donc, ça a mis peut-être le curseur de work-life balance particulièrement bizarre pour moi. Mais du coup, je me sens pas aujourd'hui pris à la gorge, je me sens même plutôt équilibré. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe psychologiquement, c'est que tout devient un continuum. Tu travailles pas, tu as des idées dans la douche, tu as besoin de prendre du temps off, tu prends du temps off en plein milieu. Tu sais, tu as peut-être lu le bouquin d'Emmanuel Faber où il dit qu'il fait de la grimpe le matin. Bah, et c'est OK, ça fait partie du job d'un patron de savoir amener le meilleur de lui-même et donc s'il a besoin de faire de la grimpe le matin pour faire son équilibre, OK. Donc de mon point de vue, je me sens justement équilibré en fait. Et ça veut dire que y a des moments, je pose, je lis un truc, il y a des moments, je rentre chez moi, je regarde une série et puis soudain j'ai une idée et je prends mon téléphone et je fais un truc. Mais c'est pas une contrainte, c'est parce que c'est comme ça, c'est un continu en fait. J'ai le sentiment que finalement, quand on arrive à des fonctions de responsabilité, alors pas forcément CEO, je pense que quelqu'un qui gère un département peut être comme ça, finalement, l'arrêt entre le perso et le pro, on le fait quasiment plus, on est toujours en train finalement de penser à quelque chose, et puis il y a juste quelques moments de break, enfin de passion, mais qu'au final, partir du principe où on raisonne avec d'un côté le pro, d'un côté le perso, la barrière, elle se fait quasiment plus en fait. Au final, si tu raisonnes comme ça, tu te fais ensevelir. Tu peux pas arrêter la marée montante. Par contre, il faut être très vigilant à nouveau sur qui est ton entourage, quelle est ton équipe, comment tu les empowers. Parce que il s'agit pas ici de dire à tes auditeurs que c'est normal d'avoir 500 mails par jour et de tous les faire un par un le soir et de plus parler à ses enfants. Proche. Du tout. Au contraire, c'est mettre en place les conditions pour que l'entourage professionnel n'envoie pas de mails et se contente d'une vraie discussion de contenu, de coaching toutes les semaines, tous les 15 jours. Et c'est ça qui fait que le job se concentre sur l'essentiel, en fait, du rôle du dirigeant. Quel est le conseil que tu pourrais donner à typiquement un jeune qui démarre dans le conseil ou voilà, qui a de l'ambition dans une entreprise, avec ton recul, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais des trucs un peu vieux jeu, mais je dirais il n'y a pas de grande réussite sans bosser beaucoup, en fait. On peut avoir tout le talent, on peut avoir plein de choses, mais il faut aussi faire l'effort, premièrement. Deuxièmement, je dirais, pour emprunter une phrase au rappeur Youssoupha, dans la vie, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Et je laisserai là-dessus. Merci beaucoup, Jacques. Je souhaite le meilleur pour toi, pour Inetom, pour tes proches. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, salut, Jacques. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.